Merci. Je m'appelle Jaroslav Limanovski, je suis historien, donc cette approche serait un peu plus historique, nutritionnelle ou même pédagogique. Je voudrais juste formuler quelques remarques, un peu sur les marges de ce qu'on a dit déjà. Premièrement, en Pologne, je crois que la situation dans les autres, je sais que la situation dans les autres pays de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est est vraiment pareille. La culture alimentaire occupe une place vraiment différente en France ou en Italie, donc effectivement, si l'éducation gastronomique ou l'alimentation est présente à l'école, elle n'est pas tellement conçue comme une partie de la culture. On se limite plutôt à l'approche vraiment sanitaire, et santé, etc. Donc c'est très lié plutôt avec biologie ou d'autres sciences, géographie un peu. Mais la situation est en train de changer, ce qui est assez compliqué parce que c'est vraiment, on est en train de grands changements depuis quelques 20 ans après la chute du communisme en 1989 et puis l'adhésion à l'Union européenne en 2004. Comme il s'agit de la place de l'alimentation et des cantines aux écoles, on ressent toujours le poids du communisme, ça veut dire qu'il y a une certaine réaction qui mène à une situation complètement différente que celle en France. Le principe de l'alimentation collective, de cantines collectives était très fort, très développé sur le communisme. Donc il y a une réaction, on a essayé, après la chute du communisme, de les rejeter, de les privatiser ou même de les percevoir, la question de l'alimentation des enfants ou des gens en général comme quelque chose de privé où on n'a pas besoin de l'intervention de la politique ou de régulation ni d'État, ni des organismes, ni de municipalités. C'est en train de changer aussi, mais on est plutôt au début de notre route, de notre travail. En effet, à la suite de cette réaction un peu libérale, la place des cantines scolaires qui existait et qui existe toujours, mais pas dans chaque école, parfois il y en a une pour quelques écoles, donc c'est vraiment difficile pour plusieurs enfants d'en profiter. Les rôles particuliers étaient joués par les petits magasins scolaires. Et l'année dernière, on a promulgué la loi qui a complètement changé les rôles parce qu'on a, à la façon très radicale, de l'autre côté, on a interdit la vente de junk food. Ça veut dire de presque tout. C'était extrêmement radical, donc maintenant on peut y vendre peut-être seulement les fruits, quelques jus, de l'eau, donc on a en effet, on a maintenant beaucoup de problèmes avec ces petits magasins, ces sortes de cafétérias aussi. Il y a beaucoup d'initiatives pédagogiques ou sociales concernant l'alimentation à l'école, mais ils sont très dispersés et liés très souvent avec l'activité des très différents acteurs, on se retrouve bien évidemment, différentes associations. Je regrette que notre collègue Grzegorz Łapanowski, qui était avec nous pendant les 2 premiers jours de ces rencontres, n'est pas là parce que lui, il est un chef très célèbre en Pologne, il anime les top chefs polonais, mais il a commencé sa carrière comme l'animateur de l'action d'une grande association, l'école et la fourchette, en commençant une éducation alimentaire avec les petits-enfants, en popularisant les règles de l'alimentation équilibrée, en introduisant les jeunes, les enfants au monde gastronomique un peu. Moi, je suis historien et je m'occupe de la documentation historique gastronomique, qui est quand même assez important en Pologne parce qu'à cause de l'interruption, des problèmes avec une continuité de la tradition culinaire, on traite l'histoire
comme une sorte de la tradition ou d'idéologie, donc c'est très souvent les cuisiniers ou les activistes de slow food qui utilisent nos savoirs, notre documentation. Un bon exemple, c'est les rôles des musées, des grands musées d'État ou les petits musées locaux qui, très souvent, maintenant, commencent les actions pédagogiques pour les enfants, pour les jeunes. L'exemple que je connais le mieux, c'est le musée du château royal de Villanov à Varsovie. C'est le musée avec lequel on a commencé ce programme de la publication de livres de cuisine. On a publié plusieurs livres de cuisine. Et puis, ils ont créé une sorte d'atelier culinaire avec un chef de cuisine, avec plusieurs cuisiniers. Ils ont créé une sorte de restaurant historique. Il organise des concours de leçons pour les enfants. C'est tellement populaire que tous les leçons sont achetées. Bon, ça ne coûte pas grand-chose, mais tous les leçons sont achetées pour des années consécutives. Donc, quand même, le poids de cette action, grâce intéressante, est quand même limité. Hein. C'est vraiment le début. Et un peu la même chose, c'est le musée juif à Varsovie, une très très grande musée, un très grand musée. Bon, européenne ou presque globale, parce que plusieurs milliers juifs de plusieurs pays y ont été engagés. Là, la place de la cuisine, de l'alimentation, des restaurants muséales est très très important, mais très souvent c'est la façon de parler de l'histoire, c'est ce que je connais le mieux. Autrement, les archives et la bibliothèque développent une action de la numérisation de ressources culinaires alimentaires. Donc, ce sont les anciens livres de cuisine, les anciens manuels concernant l'économie domestique. Et ce qui est le plus intéressant du point de vue de l'éducation scolaire, c'est l'action de numérisation des recettes manuscrites de la maison qui est souvent et parfois fait par l'intermédiaire des enfants qui fournissent les informations si on a dans la famille encore le choix des recettes comme ça, le choix des recettes familiales. Autrement, c'est Slow Food polonais qui est très actif, mais le principe ou l'idée de la cuisine nationale, de la tradition n'est pas fondée, est vraiment différente qu'en France parce qu'elle n'est pas tellement fondée sur la notion de terroir, mais plutôt sur la notion de la nature et de l'alimentation sauvage et de l'influence de la cuisine scandinave et des notions scandinaves ou nordiques en gros. Que la cuisine c'est plutôt la nature, que la cuisine sont bien évidemment ressources régionales, mais c'est pas tellement historique culturel, donc c'est une contradiction avec ce que je dis auparavant, mais c'est cette couche, bon, disons vraiment alimentaire ou gastronomique qui ici est fondée sur des principes tout à fait différents. Autrement, il est difficile, ce qui n'existe pas en Pologne, il n'y a pas ce concept, cette idée de restaurant pédagogique, ça n'existe pas. L'organisation de repas scolaires est vraiment différente. On n'a pas de cette pause méridienne. Il est vraiment difficile d'utiliser le repas comme un outil pédagogique, puis il n'y a pas toute cette tradition. Je peux citer un autre exemple du musée que je connais peut-être le mieux. Moi, je viens de la ville de Toruń, au nord de la Pologne, c'est la ville de Copernic, Nicolas Copernic, astronome, et la ville de pain d'épices. Donc, pain d'épices, c'est une grande spécialité régionale qui est produite chez nous sans cesse depuis le Moyen-Âge, depuis le 13e, 14e siècle. C'est vraiment un grand art, c'est vraiment quelque chose de très très populaire dans toute la Pologne ou toute une zone allemande ou Allemagne du Nord.
Donc dans notre ville, il y a 2 grands musées de pain d'épices avec centaines de milliers de visiteurs. Et ces musées jouent un rôle pédagogique aussi, parce que les plus populaires là, ce sont les leçons de cuisiner, de préparer le pain d'épices, mais pas seulement, ce sont aussi les leçons ou les travaux pratiques, ce qui est le plus apprécié sur le miel, sur le sucre, l'origine des sucres, les épices bien évidemment, conçues comme quelque chose de régional, parce que ce sont les épices exotiques, les différents genres de farine, le blé oublié. Donc ici on voit que c'est vraiment action pédagogique avec ce, bon, celui qui est le petit musée privé, il y a 120 000 visiteurs par an, hein, c'est les petits. La plupart ce sont les enfants, les élèves, les écoles. Et là donc les classes sont occupées pour je crois jusqu'à la fin des vacances cette année. L'autre, c'est tout à fait nouveau, c'est une grande usine, c'est une grande misère, c'est un grand musée créé dans l'ancienne usine de pommes de pain d'épices. Donc on voit qu'on est au début du travail, mais ce n'est pas toujours l'école ou les agents publics liés à l'éducation qui jouent un rôle important. Moi, je suis aussi soucié d'essayer d'introduire les questions de l'alimentation traditionnelle, comme une partie de leçon de l'histoire. Ce qui s'est fait déjà au musée, mais c'est ce qui est difficile dans les écoles, parce qu'à vrai dire, on n'a pas vraiment l'histoire d'alimentation tellement développée qu'en France, donc on se concentre toujours sur cette documentation historique. En tout cas, l'année prochaine, on organise des événements pareils à Toruń, donc il me reste que vous inviter ou encourager à venir pour vérifier si on a fait un progrès pendant cette année qui nous reste.